Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Ouais, une fois que j'ai réouvert les yeux, j'étais arrivée à Bali jetlaguée et prête pour une nouvelle vie. Du coup, tu avais réservé un endroit où dormir. Tu avais réservé quoi ? Alors, autre parenthèse qui est venue se greffer à ce début de vie balinaise, c'est que entre-temps, j'ai rencontré une de mes belles rencontres de cette année-là, Margot. Je ne sais pas si tu la connais, qui était à l'époque un peu la reine du digital nomadisme. Et elle était installée à Bali depuis quelques temps. Et en fait, elle avait donné un webinar en janvier de cette même année et auquel j'avais participé. Et elle, justement, sensibilisait les personnes au digital nomadisme. Et à la suite de ce webinar, elle avait posté une publication sur Instagram disant qu'elle recherchait un ou une stagiaire. Oh, magnifique. Parce que, en fait, elle avait fui Paris pour se retrouver à Bali, vivre l'expérience tropicale professionnelle. Et puis, elle s'est retrouvée avec trop de boulot. Et c'est pour ça qu'elle avait elle était à la recherche de quelqu'un pour l'épauler. Et j'ai postulé et j'ai été retenue. Génial. Donc, au final, le deal, c'était de travailler à ses côtés pendant 2 jours et demi par semaine. Et en contrepartie, elle me logeait dans sa maison et elle me mettait à disposition un scooter et un cours de surf. Wow. Donc, en fait, ceci est venu s'imbriquer à mon parcours, enfin mon voyage initial qui était juste de voyager sur l'île et puis d'écrire. Et voilà, et du coup, j'ai rattaché cette expérience de travail à ses côtés à la mienne. Donc quand je suis arrivée, j'ai eu la chance d'avoir un taxi à l'aéroport qui m'attendait avec la petite pancarte et j'allais directement chez Margot. Et je suis arrivée un jour très important qui était la veille de Niepi. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu en faisant une petite recherche. Ouais. Et justement, j'espérais que tu nous en parles. Et donc, Niepi, qui est une journée, si ce n'est la journée la plus importante du calendrier balinais, c'est donc la fête du silence. Et ce jour-là, tout s'arrête sur l'île. Même l'aéroport est fermé. C'est le seul endroit au monde où les connexions dans le ciel sont coupées. L'idée, c'est qu'en fait, tout doit être silencieux et invisible. C'est pour ça que tout le monde reste chez soi, qu'on ne peut pas utiliser la lumière, l'électricité ou autre, parce qu'il faut laisser les mauvais esprits voler au-dessus de l'île pour qu'ils puissent commencer. En fait, une nouvelle année commence au lendemain de Niepi. Et en fait, c'est un peu pour chasser toutes les mauvaises ondes et recommencer sur de bonnes bases. J'adore. Donc moi, je suis arrivée la veille de Niepi, la veille qui est tout aussi importante que le jour même parce qu'il y a des parades avec des monstres fabriqués par chaque village. Et puis, le lendemain, c'est 24 heures de silence. Et voilà, j'ai dû dormir jusqu'à 15 heures ce jour-là, avec le décalage horaire. Bah, parfait, il n'y avait pas un bruit en plus. Il n'y avait pas un bruit, il faisait chaud, parce que pas de clim. Donc ça aussi, c'était un nouveau facteur de vie auquel il fallait que je m'habitue. Mais voilà, et après, je me rappelle, c'était un vendredi matin. Je suis allée travailler dans un café avec Margot face aux rizières et là tout pouvait commencer. Waouh, là tu te dis waouh. Ouais. Là tu t'es pas dit qu'est-ce que je fous là. Là tu te dis merci. Non, ouais, franchement il pleuvait, c'était la saison des pluies, mais il faisait une chaleur. Il y avait cette odeur d'encens à tous les coins de rue. Je partais sur le scooter de Margot avec mon petit PC, ma naïveté et prête, blanche comme la noix de coco, mais prête à attaquer la journée et je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'étais toute oui. J'adore. Alors déjà, tout d'abord, un grand big up à Margot parce que franchement, en plus, je suis désolée, mais moi et mon féminisme, j'adore quand c'est une femme qui aide une autre femme dans ces moments de changement de vie comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi, je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, pour aussi rebondir sur cette fête, parce que j'ai cru lire que du coup, alors attends, je vais regarder mes notes, c'est que un an, le calendrier à Bali, un an, c'est 210 jours, c'est 6 mois et un mois égale 35 jours. Donc, très différent d'une autre, mais du coup, sur place, ça se passe comment ? Eh bien, vaut mieux pas demander, parce que du coup, ça change tout le temps. Mais alors après, ils ont leur calendrier et puis le calendrier
que l'on connaît nous. Mais par exemple, Niepi, comme toutes leurs autres cérémonies, ne tomberont jamais le même jour en fonction des années. Voilà. Quand je suis arrivée en 2009, c'était le 6 mars. Et cette année, c'était fin mars. Je ne sais plus quand exactement. Mais ouais, ça change chaque année. Parce que si tu prends rendez-vous avec quelqu'un pour un rendez-vous pour visiter une maison, je ne sais pas, tu lui dis rendez-vous lundi 26 mars, tu dis quoi? Non, ouais, on raisonne en fonction du calendrier mondial. Ok. Du calendrier que l'on connaît. Ok, donc ça, ils s'en servent quand même. Ouais. Ok, parce que sinon, laisse tomber déjà, entre les fuseaux horaires, c'est déjà compliqué. Alors, si maintenant, on enlève les jours. Voilà, et c'est pour ça, parfois, on leur demande, alors, c'est quand ton anniversaire? Mais ils ont 2 anniversaires. Ils ont l'anniversaire balinais et puis l'anniversaire plus occidental. C'est un peu comme les chiens et les chats. Ils ont différents âges. C'est pas le même nombre d'années. Intéressant. C'est pour ça, du coup, que Ketut, quand elle lui demande quel âge il a... Ah oui, exact. Ouais, il lui répond un truc du genre qui sait pas, mais il a peut-être 113 ans. Je sais plus quel âge il dit, mais c'est un chiffre. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais. Okay. C'est la beauté de cette île, une de plus. Tu sais, j'adore, c'est un de mes films préférés. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, le livre, qui est encore mieux même d'ailleurs que le film. Mais là, t'es en train de me faire comprendre des trucs en plus, c'est trop bien. Et du coup, donc tu m'as dit que t'étais capable de pouvoir rester 2 mois à Bali. Mais là, du fait que tu avais un stage, est-ce que ça allait changer un peu la donne? Alors, pas vraiment, parce que, en toute honnêteté, c'était plus ou moins un stage, ouais, je ne vais pas dire déguisé, mais c'était un deal en tout bien, tout honneur. Et puis moi, j'étais freelance à côté. Donc, chose que j'avais réussi aussi à faire, c'était de trouver mon premier client. Donc, je savais que j'aurais comme ça un revenu mensuel, ce qui me rassurait sur ces 2 mois de voyage. Et ensuite, du coup, chaque touriste, en fait, reçoit un visa d'un mois en arrivant à l'aéroport, qui peut s'étendre à 2 mois en contrepartie d'une certaine somme d'argent qui était à l'époque 30 €, je crois, pour le prolonger d'un mois supplémentaire. Mais à l'issue de ces 2 mois, il fallait faire ce que tu connais très bien, j'imagine, parce que côté Amérique centrale, c'est la même chose, mais les fameux visa run, où on devait sortir du pays pour rentrer aussitôt. Aussitôt 24 heures plus tard, ou non, 12 heures plus tard, il suffit juste de sortir. Donc la plupart des gens faisaient Bali-Singapour ou Bali-Malaisie et revenaient dans la journée ou la journée qui suit. Ouais, après tu peux même profiter de te faire un petit week-end. Voilà. C'est pas mal. Exactement. Il y a tellement de choses à voir aux alentours de Bali. Ouais. Trop bien. Et donc, du coup, t'as fait combien de visa run? Eh bien, alors je pensais que je n'en ferais aucun, vu que de base, j'y allais pour 2 mois. Et puis, la mission avec Margot s'est étendue à 3. Donc, mon premier visa run s'est effectué à Hong Kong. Et du coup, j'en ai profité pour rester 2 semaines pour visiter la ville et puis interviewer différents Français et Françaises installés là-bas dans le cadre de l'écriture de mon livre. Donc ça, c'était le premier. J'ai fait un second visa run à Bangkok, un troisième à Singapour, un quatrième en Australie. Et le 5e, du coup, c'était les Philippines avec mon copain, où on pensait quitter Bali pour de bon et partir, pour une certaine période, et partir en world trip. Et au final, 3 semaines après être arrivé aux Philippines, le Covid a pointé le bout de son nez et on est rentré en Indonésie par peur de rester bloqué aux Philippines, et on s'était dit que ça passerait. Et depuis, il n'y a plus eu de visa run. Ok, mais du coup, ce petit mec charmant là, il est arrivé à quel moment? Eh bien, il est arrivé après 3 mois de vie balinaise, et ça a été un vrai moment pivot dans cette vie que je menais là-bas, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Bali, c'était génial. C'était aux antipodes de ma vie parisienne. C'était toute l'effervescence professionnelle, mais avec le sunset en fin de journée, rencontrer les gens. Mais petit à petit, plus ça allait, plus je me retrouvais dans ce tourbillon un peu parisien que j'avais fui, où c'était assez franco-français, ce que je trouvais. C'était beaucoup orienté business. Et en fait, il y avait vraiment ce rythme pro assez intense, et j'arrivais pas à me dégager du temps pour justement visiter l'île, ce qui initialement était mon ambition. Donc je crois qu'après, au retour de Hong Kong, je suis partie toute seule un week-end, et puis une fois de plus le week-end d'après,
Je suis allée à Nusa Lembongan, qui est une mini-île de 7 km de long, qui est à 30 minutes de Bali en bateau. Oui. Et là, je suis tombée amoureuse de l'île, de la vie et accessoirement de mon copain. Et je suis restée sur cette île à partir de ce moment-là, où Bali n'est devenu qu'un territoire un peu plus accessoire, parce qu'en fait, cette effervescence, le trafic, ce tourisme en masse, ça recrée chez moi un peu d'anxiété. Et j'étais plus forcément en adéquation avec le mode de vie de mes amis ou de la façon dont les gens vivaient versus ce que j'avais trouvé côté Nusa Lembongan. Okay. Donc, très petite île, mais c'est aussi là-bas où j'ai appris à surfer. Pas de scooter à conduire, tout se fait à pied, en vélo ou en scoot pour aller un petit peu plus loin. Mais du coup, j'étais beaucoup plus en phase avec moi-même. C'était la vraie vie d'île. Et tu vois, j'y ai emménagé en juillet 2020 et depuis j'y suis restée. Excellent. Alors juste pour rappel pour ceux qui nous écoutent, parce que moi du coup j'ai fait quelques recherches, la superficie de Bali c'est 5780 km², comparé à la Corse qui est à 8722, donc c'est plus petit que la Corse. Okay. Apparemment. Wow. Ouais, donc je suis un peu étonnée quand tu me dis que tu n'as pas eu le temps de faire le tour de Bali parce que tu étais justement dans cette effervescence du travail. Ouais. Mais ce que j'ai lu aussi, que j'ai appris, c'est que en fait ça m'a fait vachement penser à la Guadeloupe. Parce que j'ai cru lire, et corrige-moi si je me trompe, c'est qu'en réalité, il y a 4 îles. Tu as Bali qui est l'île principale, et après, je pense que tu en as 3 autres, c'est ça? Oui, alors tu as Bali, tu as Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan. Alors, je pense que c'est ces 4 îles dont tu parles, parce que, bah, tu vois, l'Indonésie, c'est un pays éclaté en 18 000 îlots, 18 000 archipels dont il y a de quoi faire. Mais après, il y a les îles Gili, mais je pense que si je ne me trompe pas, elles appartiennent à Lombok, pour le coup. Mais oui, Bali, en fait, nous, depuis Nusa Lembongan, Bali, pour nous, c'est le continent. Oui, c'est ça. Ouais, et c'est marrant parce que là, récemment, je suis retournée faire un tour en Guadeloupe et pour la première fois, j'étais sur l'île de la Désirade, qui est aussi une petite île. Hein. Tu as juste une route, une ligne droite. D'accord. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, elle doit faire 10 km. Enfin, déjà, c'est très court. En scooter, tu l'as fait en 15 minutes. Et tu vois, c'était très sauvage, on va dire, dans le terme que il n'y avait pas trop de touristes, etc., etc. Mais moi, personnellement, tu vois, j'ai adoré y être une journée, mais y vivre, je me suis dit, mais tu dois te faire chier. C'est ce que la plupart de mes amis m'ont dit. Comment fais-tu pour rester sur une si petite île? Et donc, comment fais-tu? Alors, il faut savoir que moi, je suis assez introvertie quand même, que j'arrive plus à fonctionner quand les possibilités sont assez limitées. Okay. Bali, c'est une île superbe. C'est une île hybride où on peut tout faire. On peut chiller sur son transat, faire des randos, voir des cascades, surfer. Voilà, c'est vraiment une île sur mesure. Et justement, tu as toujours ce côté... Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à Nusa Lembongan, j'ai vraiment eu l'impression de respirer et que j'avais le temps dans ma journée de faire les choses que j'appréciais et que je n'étais pas tentée par des pseudo-activités qui n'étaient pas nécessaires. Donc, à ce moment-là, j'avais beaucoup de travail en tant que freelance et je voulais davantage surfer et j'avais même pas le temps. Et quand je suis arrivée à Nusa Lembongan, en fait, c'est une île qui reste touristique, mais qui est partagée entre deux petits mondes, c'est-à-dire le monde du yoga et puis le monde de la plongée. Et du coup, là-bas, j'ai trouvé vraiment une douceur de vie qui était un peu plus authentique. Où les gens se lèvent à l'heure du lever de soleil et ils vont se coucher tôt parce que le lendemain, il faut être au boulot à 6 heures. Et du coup, dans une journée de 24 heures, j'avais le temps de prendre soin de moi au lever, de faire mes heures de boulot, de passer un peu de temps avec mon copain et mes amis, sans avoir cette frénésie de il faut aller là, il faut faire ci et il faut visiter ça. Okay. Et après, voilà, je me contente de peu et j'ai toujours eu la chance d'être assez occupée niveau boulot. Et du coup, là, j'étais en plein... Ouais, c'était chouette. Je me disais, finalement, j'ai eu le temps de surligner mes petites choses sur la to-do list. Ah, trop bien. Mais parce que du coup, toi, parce que tes clients, ils sont principalement français, j'imagine? Ouais, exactement. Parce que là, le décalage horaire, vous êtes en avance. Donc, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas le sentiment que justement, tu dois te mettre à travailler tout de suite? Eh ben non, parce qu'en étant à Bali, je suis 6 heures ou 7 heures avant. Donc, ils dorment. Ouais. Et ça,
Et ça, c'est magique. Ok. C'est-à-dire que moi, ça a été hyper bénéfique sur ma productivité, où je me levais le matin et je savais que j'avais jusqu'à peu près 13-14 heures pour être opérationnelle et disponible pour des calls ou pour des emails. Donc, ce qui veut dire que ça me laissait toute la matinée, soit pour faire un peu de sport, pour aller surfer, pour travailler sur des projets sans être dérangée par la moindre notification. Et ça, c'est quelque chose qui importe beaucoup maintenant dans ma façon de travailler. Et je le chéris de tout mon cœur, ce décalage horaire. Emeline, tu me fais... Faut passer de l'autre côté, hein, parce que de l'autre côté du globe. C'est ça, en fait, ouais, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, moi, c'est le challenge que j'ai aujourd'hui, parce que je suis une lefto, Ouais. mais j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de faire du sport, parce que c'est là où j'ai envie, c'est le matin, mais du coup, Ouais. avec le décalage horaire, ben, c'est compliqué, donc j'ai tendance à me lever et à me jeter sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ce qui est une très mauvaise chose, et j'en suis consciente, mais j'arrive pas à changer cette habitude, et là, je me dis, mais cocotte, va à Bali. Ah ça, et puis tu vois, t'as beau essayer de te créer des habitudes saines ou quelles que soient les habitudes, mais celles qui te font du bien, je pense que c'est ton environnement qui façonne ta façon d'être. C'est sûr. Moi, il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé faire quand je vivais en France. Et aujourd'hui, pourtant, depuis Bali, je suis une personne tellement différente de qui j'étais il y a 3 ans et demi. Mais parce que voilà, Bali m'aide au quotidien à être ainsi. Là, je suis rentrée depuis 3 semaines et j'ai beaucoup de mal à aller me coucher après 22 heures. Où je dois me justifier auprès de mes amis ou de mes parents pour un dîner à 19 heures. C'est difficile d'être la personne que tu as été et de revenir dans un territoire où les choses n'ont pas changé. Donc ça, voilà, moi je dis que l'environnement te permet d'être quelqu'un de différent ou d'être une autre version de toi-même. Et ça, ouais, c'est la beauté de vivre à l'étranger. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Tu sais quoi, enfin, c'est pas drôle, c'est ni triste, je sais pas quel mot employer, mais hier, justement, j'ai enregistré un autre épisode de podcast qui sortira juste avant le tien, et elle me disait exactement la même chose, tu vois. Donc, entre Tiffany, toi et elle, ça va faire la 3e personne d'affilée qui, justement, m'exprime cette difficulté quand elle rentre en France, et moi je l'exprime aussi ouvertement, que oui, effectivement, même si on adore notre entourage, quand on rentre en France, on n'est pas nous-mêmes, mais en plus de ça, on se justifie, ce qui est vraiment épuisant. Et ouais, tu me donnes trop envie d'aller à Bali, parce que toi, j'ai vu que tu as découvert une passion pour le surf. Moi, j'ai récemment découvert une passion pour la plongée, et comme tu le sais, Bali, c'est le bassin. Voilà. Ah là, c'est l'Eldorado, ouais. Donc on va parler, toi et moi, après cette temps. Mais du coup, oui, parce que tu t'es installée, mais enfin, comment tu fais niveau papier, en fait? Parce que pareil, j'imagine qu'il faut quand même être légalement installé. Ouais, alors voilà, s'installer, c'est un bien grand mot, sachant que là-bas, soit... Alors après, je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais ils existent mine de rien. Soit on est plus ou moins touriste, ou touriste à long terme, soit on a un visa d'investisseur qui te permet de rester à longue durée. Et puis un visa d'investisseur qui, lui, est délivré à un coût plus conséquent et qui te permet de travailler et de gagner de l'argent. Donc certaines personnes construisent des villas, leur villa, et puis vivent ou la louent. Justement pour se faire de l'argent. Moi, me concernant, j'ai toujours loué des homestays, comme on les appelle là-bas, qui sont des chambres très, très basiques. Et après, bon, c'est une situation assez exceptionnelle parce que j'ai passé 2 ans à vivre à Bali en période de Covid, où du coup, toutes les villas très luxueuses nous ont été offertes pour les expatriés qui restaient. À un coût dérisoire. Enfin, par exemple, la villa de 3 chambres dans laquelle j'ai habité pendant 7 mois, je la payais un certain coût. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent pour 3 nuits. Oh là là. Donc, je payais ça pour 1 mois versus 3 nuits aujourd'hui. Donc, dans un même temps, tu vois, on a eu à ce moment-là un visa d'urgence parce qu'on ne pouvait plus faire les visas run, qui s'est converti de mon côté en visa de 2 ans. Donc où tu payes un peu plus, mais ça te permet de rester 2 ans et de sortir autant que tu veux
du territoire dès que tu le souhaites, sans annuler ton visa en cours. Ok, donc ça c'est un visa de travail entre guillemets? Ouais, alors c'est un visa qu'ils appellent investisseur, mais tu sais, l'Indonésie reste un pays très corrompu Ouais. et où beaucoup de choses fonctionnent en fonction de la somme d'argent que tu es prêt à donner. Et en fait, tous ces visas sont gérés par des agences qui permettent aux expatriés de rester. Ils te font croire que tu appartiens à une entreprise locale où tu as un statut, et c'est ce que tu vas montrer à l'immigration. C'est ce qui justifie en fait ta présence sur le territoire. Mais je pense que même l'immigration sait que c'est un simple mensonge. Ouais, mais après, je trouve même pas que c'est une mauvaise chose parce qu'au final, tu gagnes ton argent en Europe, ton argent vient, tu la dépenses dans le pays. Au final, pour eux, c'est... et puis tu fais... t'es pas là en tant que touriste à dégrader l'île, j'imagine que tu en prends soin. Ouais, alors après, juste avant Covid, je sais qu'il y avait beaucoup plus d'inquiétude vis-à-vis de ce digital nomadisme en expansion, parce que justement, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait tous ces digital nomades qui travaillaient depuis les cafés super cool de Bali, et qu'on gagnait des euros ou des dollars, mais que le pays n'en profitait pas. Ah bon. À première vue, parce qu'on était là, on avait un loyer à payer, on allait au restaurant tous les jours, donc on faisait tourner l'économie. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner de l'argent sur des personnes comme nous. Et je crois qu'à l'époque, il y avait un projet de visa digital nomade, justement, qui aurait pu nous autoriser légalement, du coup, à gagner de l'argent, une monnaie qui n'était pas la leur, mais peut-être qu'en contrepartie, on aurait dû payer une taxe ou un impôt mensuel. Je sais que c'était un projet, j'ai pas suivi parce que je pense que le Covid a mis ce projet en stand-by, mais il faudrait que je regarde. Ouais, je pense que ça va revenir parce que là, j'ai d'ailleurs une amie il y a 2 jours, une amie que j'ai rencontrée au Mexique, une amie belge qui vient de faire ses 40 heures de vol pour arriver à Bali. Et je pense que là, j'ai une autre amie qui prévoit d'y aller, mais elle en touriste au mois de septembre. Donc oui, là, à Bali, ça va repartir. Je pense que ma maman aussi, elle va écouter ton témoignage et elle va s'acheter un billet d'avion. Ou ça, elle va attendre que j'y aille et elle va acheter son billet d'avion. Mais non, mais écoute, c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter si une personne voudrait justement venir faire un tour à Bali? Quel serait ton conseil? Justement, je trouve que Bali, comme je te disais, c'est une île tellement éclectique et hybride qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai fait le choix de m'éloigner un peu de ce vacarme touristique, parce que justement, en fait, Bali, c'est un réservoir de beauté immense, mais qui, selon moi, est petit à petit défiguré par la frénésie du tourisme. Et tu vois, comme on l'a dit en introduction du podcast, ça représente plus de 90% de l'économie locale. Donc, c'est difficile de se passer du tourisme pour vivre. Mais voilà, il y a plein de coins. Il y a les montagnes, il y a la jungle, il y a la plage, il y a les resorts, il y a tout. Et il faut pas hésiter de s'éloigner un peu des sentiers battus et de se faire un peu son aventure sur mesure, parce que Bali a tellement de choses à offrir. C'est clair. C'est chouette. Ouais, en fait, il faudrait que ce soit Bali qui impose un quota, en fait, pour justement essayer de délimiter tout ça. Parce que s'ils font qu'augmenter les avions, etc., on va plus s'en sortir, comme tu le dis. Ouais, et puis je pense aussi que, moi j'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui se sont installées il y a 5 ans, 60 ans, et c'est une île qui a tellement changé. Et aujourd'hui, c'est plus le Bali, c'est une version très occidentalisée qui est proposée aux touristes. Et ça reste toujours dépaysant quand tu viens d'un pays comme le nôtre. Mais dès que tu t'éloignes un peu du viewpoint recommandé par le guide, c'est encore plus époustouflant. Parce que tu as cette nature luxuriante avec 10 fois moins de gens à tes côtés. Et j'espère que ça va rester ainsi. J'espère que ça va rester préservé un minimum, parce que ce serait dommage de voir tout ça disparaître. Ouais, c'est clair. Ouais. Et là, du coup, tu es rentrée quelques mois en France, j'imagine, pour voir ta famille, puisque ça devait faire un petit moment que tu n'étais pas rentrée. Exactement. Et puis en parallèle, lui, mon copain, avait un job aux États-Unis. Donc, 3 mois aux États-Unis, c'est pas le même coût de vie que Bali. Donc, je me suis dit que j'en profiterais pour
pour voir ma famille, mes amis, faire avancer d'autres projets. Ça tombait parfaitement avec la saison estivale et je ne te cache pas que ça faisait partie de la décision parce que le climat est aussi un facteur essentiel à mon bien-être au quotidien. Donc voilà, j'ai déjà passé près d'un mois, il m'en reste plus que 2. Et puis c'est l'avantage d'être en France, c'est cette proximité avec l'Europe, où c'est trop chouette. On peut prendre un bus et descendre en Espagne, puis le Portugal. Donc je compte bien en profiter sur les 2 mois qui arrivent. Carrément, carrément. Et Ouais. donc, du coup, là, ensuite, tu vas quand même repartir dans 2 mois sur Bali ou... Alors oui, c'est l'idée. Mais après, mon copain étant côté Amérique, on s'est dit pourquoi pas voir ce qui se passe un peu en Amérique centrale côté surf. On est un peu entre deux parce que Bali nous manque. Là, c'est la saison des vagues parfaite jusqu'à fin septembre. Donc, pas de décision prise encore, mais on sait que ce sera toujours notre base en tous les cas. Parce que mon copain est un Sud-Africain. En fait, l'Indonésie, comme bon nombre de pays asiatiques, sont faciles d'entrée le concernant. Mais bon, nous, en étant français, on a un passeport en or, donc on peut voyager d'un pays à l'autre sans trop devoir se justifier, mais ce qui n'est pas le cas pour lui. Ok, je vois. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant que tu vois ton critère pour choisir un pays, ça va être les vagues, j'adore. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, parce qu'en fait, je travaillais tellement que j'avais même pas le temps d'essayer de surfer, d'apprendre à surfer. Et j'ai eu la chance d'apprendre à surfer pendant le Covid à Bali, avec des vagues parfaitement parfaites. J'insiste sur l'exagération, parce qu'après avoir essayé de surfer ces dernières semaines en France, c'est complètement l'opposé. Et voilà, et d'avoir un océan vide, donc ça aide à l'apprentissage. Parce qu'apprendre à surfer, passer les 30 ans, on n'est plus enfant, donc on n'a plus les mêmes peurs. Mais c'est ça, parce que là, je viens de vivre un mois avec justement un ami qui est surfeur. Enfin, il essaye d'être surfeur, d'ailleurs, s'il écoute ça, il va m'engueuler. Mais c'est ce que je lui disais. Enfin, moi, j'ai 36 ans, commence à essayer des nouvelles activités. C'est plus pareil, en fait. Hein, donc, c'est ça qu'on a plongé, ça me correspond bien. Ça reste juste un sport qui est cher. Mais ça me va, ça m'apaise. Parce que quand je suis sous l'eau, en fait, pour moi, c'est mon moment. Comme toi, t'es sur ta planche de surf, en fait. C'est thérapeutique. C'est incroyable. Donc, super. Mais écoute, je vais devoir te poser les questions de la fin avant que je te les pose. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter? Non, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. Super. Eh bien, écoute, si Emeline d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Emeline qui justement était peut-être dans ces moments d'anxiété à sa vie parisienne, avant même qu'elle sache qu'elle allait poser sa dème et partir, est-ce que tu lui passerais un petit message? Un seul message? Ou 2 ou 3, comme tu veux. Il y en aurait des milliers. Hein. Non. Mais un seul message, ce serait de se laisser porter par le vent des opportunités. Parce que c'est vrai que quand on est coincé dans ce même tourbillon, on a du mal à voir les autres opportunités qui se présentent à nous. Et on a ces œillères qui nous poussent à suivre le chemin dicté par notre très chère société. Et au final, quand tu pousses un peu le curseur de l'audace, tu te rends compte qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. Donc, je lui dirais, respire et il y a plein de belles choses qui arrivent. Génial. Tu sais, c'est marrant quand tu m'as dit, t'as fait comme ça. Tu sais, on est comme ça. Donc, quand je dis comme ça, je suis en train de montrer que j'ai mes 2 mains à côté de mes yeux avec nos œillères. Et moi, j'ai l'impression que sur ces œillères, il y a des euros dessinés, tu sais. Enfin, je vois le signe du dollar. Et en fait, moi, j'ai encore du mal à m'en sortir, à me dire qu'en fait, il faut pas suivre la direction de là où on va gagner de l'argent parce qu'on doit payer des factures, en fait. Il faut savoir prendre des risques. Et c'est dur d'en sortir de de ce flot qui nous guide avec l'argent, quoi. C'est horrible. On a été conditionnés ainsi. Et tu vois, on n'en a pas parlé, mais rien que d'avoir fait la transition entre Bali et la mini-île voisine, j'ai commencé à travailler moins, à me séparer de mes clients et par conséquent à gagner 2 voire 3 fois moins d'argent. Mais j'ai commencé à vivre 2 à 3 fois plus et à me soucier de moins de choses et à me contenter de peu de choses et de moins être dans la surconsommation et en étant aussi en contact. C'est ça ce que cette mini-île offre, c'est vraiment cette population locale où moi ça m'a permis de pratiquer l'indonésien, ça m'a permis aussi de leur montrer qu'il y avait 2 types de touristes possibles. Alors bien que je gagne des euros, je serai toujours un boulet, comme ils nous appellent, c'est une personne blanche, voilà, avec une monnaie forte, et ça je gagnerai toujours plus, quoi qu'il en soit, qu'eux.
Mais voilà, il y a, bien qu'on soit français dans un pays étranger, il y a différentes façons de vivre. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime en fait, c'est de me contenter de l'essentiel. Et j'ai jamais été aussi épanouie que ça. J'adore. Ouais. Eh bien, pour conclure, même si pour moi c'est déjà une belle phrase de conclusion, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée? Oui, alors c'est vrai que les citations, ce sont un peu ma religion. Je vois que t'en as une juste derrière toi, là, sur ce cadre, vivre d'amour et de beurre salé. Ouais, ouais, elle en fait partie. Mais non, une que je cesse de me répéter, c'est le pire des risques, c'est d'en prendre aucun. J'adore. Ouais, il faut oser, risquer. Il n'y a pas d'échec, il y a que des leçons, que des apprentissages. Et puis, il faut oser tourner la page et puis aussi rester curieux. Ça, c'est ma créativité. Enfin, tu en parlais tu sais, tu me disais que j'étais toujours occupée, mais j'ai surtout la chance d'être très curieuse. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette curiosité, naturellement, nous pousse à découvrir tout ce que le monde a à offrir. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Carrément. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage sur Fille Expat. Et puis moi, je pense qu'on se croisera à Bali ou ailleurs, qui sait. Ouais. Merci beaucoup. Et si toi aussi, comme Emeline, tu es expat en dehors de l'Union européenne et que tu es à Bali ou ailleurs, n'oublie pas que quand tu rentres en France, tout ce que tu ramèneras dans ta valise, tu peux le détaxer. Donc, je te conseille vivement d'aller faire un tour sur www.zaptax.com. Le lien est dans la description du podcast. À très vite!